Anaïs, j'ai commencé le sport il y a 3 mois, je ne vois pas de différence sur mon corps, comment expliquer ça? C'est parce qu'il faut être patiente, Anaïs. Et que si tu as commencé du sport, il faut que tu prennes en compte le fait que les résultats, ils viendront à moyen long terme. Tu as déjà des résultats, mais tu ne les vois pas encore. Finalement, c'est que tu as amélioré ta santé en faisant du sport, si tu ne le faisais pas avant, ça c'est certain. Maintenant, si ça dépend de ton objectif, si ton objectif c'est une perte de poids et que tu continues à manger comme tu mangeais avant, et ben peut-être que tout simplement tu n'es pas en déficit calorique, donc tu ne perds pas de poids, c'est aussi simple que ça. Donc le sport en tant que tel ne fait pas perdre du poids, bien sûr. Il faut analyser aussi les autres éléments de tout ça, mais continue à faire en tout cas du sport, ça c'est évident, même si tu n'as pas de résultat directement. Comme dit, quand tu veux avoir un corps athlétique ou un corps qui te plaît, ça se fait pas en 3 mois. Concrètement, c'est impossible en 3 mois de se transformer. C'est pour ça que là, on est début mai. Si vous voulez vous transformer pour l'été, sachez que c'est déjà un peu tard et que il aura fallu le faire il y a un an. Donc voilà, c'est pas pour décourager, c'est juste que c'est pas le sport. Le sport, c'est pas un truc qu'il faut faire à court terme pour atteindre un objectif. Concrètement, le sport, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'implémenter à vie finalement pour dans ses habitudes, pour être en bonne santé et pas s'emmerder trop avec la nutrition. Si vous faites du sport régulièrement, vous aurez moins besoin de vous restreindre, entre guillemets. C'est quand même assez intéressant. Bon, je dis ça un peu de façon raccourcie, mais entre quelqu'un qui est ultra sédentaire et quelqu'un qui fait du sport, je vous assure, quelqu'un qui fait du sport pour largement plus se faire plaisir, malheureusement ou heureusement, qu'une personne qui est très sédentaire. Donc voilà. Et puis tu veux sculpter ton corps de toute manière, t'as pas le choix que de faire du sport. J'aimerais perdre du poids, le sport, je pense que ça va. Le plus dur, c'est l'alimentation. Des conseils. Oui, comme beaucoup de gens, on revient un peu sur la question précédente. Le principal élément pour perdre du poids, vous l'avez vu, hein, c'est pas le sport. C'est bien de faire du sport, il faut absolument faire du sport si vous pouvez en faire. Mais l'alimentation, il faut qu'elle soit contrôlée. Il faut que vous puissiez savoir le nombre, en tout cas de calories que vous consommez à la semaine pour savoir si vous êtes en déficit calorique et que vous perdez du poids. Si aujourd'hui vous dites je vais essayer de manger sain, c'est une première étape, c'est bien, mais c'est pas suffisant aujourd'hui pour vraiment atteindre un objectif précis. Voilà, faut le dire. Il y a des méthodes, il y a des stratégies. Alors, faut pas non plus compliquer la chose, c'est pas ultra compliqué, mais il faut quand même être conscient de ce qu'on met dans son assiette, savoir le total calorique qu'on met à chaque fois dans son assiette. Euh, c'est important de le savoir, parce qu'on peut faire des erreurs malheureusement, et puis on apprend au fur et à mesure. Si tu veux éviter les erreurs, sache que j'ai mis au point un programme qui s'appelle le Challenge Athletic Body. C'est un challenge sur 30 jours. Et en fait, c'est une petite formation dans laquelle je vous explique comment mettre en place votre déficit calorique pour que ce soit adapté à votre style de vie. Donc ça, c'est un truc qui pourrait être intéressant. Vous avez aussi le challenge de 7 jours qui est disponible dans ma bio, qui est gratuit. Donc ça, c'est une première étape si vous voulez vous lancer et voilà, juste découvrir un petit peu ce que je vous recommande. Ça sera, à mon avis, assez pertinent si vous n'avez pas trop de connaissances sur la nutrition, si vous voulez aller un peu plus loin. C'est une première étape, on dira le challenge de 7 jours. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez le challenge de 30 jours. Et si vous voulez vraiment un suivi personnalisé, vous avez le coaching personnalisé avec moi. Mais là, c'est différent. Il faut m'envoyer un message si vous voulez postuler. Donc voilà. Travels Beauty, hello. Encore merci pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Merci à toi en tout cas d'être là tous les dimanches, ça c'est cool. Il y a des machines Sismo à ma salle et les coachs disent que c'est efficace à ajouter en fin de séance d'entraînement. T'en penses quoi? Ça marche vraiment? Écoute, pareil, comme la semaine dernière, je ne sais pas ce que c'est. Des fois on me pose des questions, je ne sais pas ce que c'est, du coup ça m'intéresse. Plateforme vibrante oscillante. Ok. On va voir, hein. Je ne veux pas être mauvais angle, mais plateforme vibrante, ok. Ah, il y en a à Fitness Park apparemment, ok. Écoute, je ne sais pas. Je ne vais pas te donner de mauvaises indications. Concrètement, je dis pas que ça marche pas. Je suis pas assez renseigné pour dire que ça marche pas. Concrètement, juste, t'as pas besoin de ça pour atteindre ton objectif. C'est ce que je veux dire. Ça va rien changer que tu le fasses ou que tu le fasses pas. Ça peut peut-être, voilà, ça va donner des vibrations en fonction de ton exercice. Ok. J'ai aucune étude scientifique qui dit que c'est plus intéressant, voilà, etc. Donc je suis pas assez renseigné pour te dire. Je connais pas. Maintenant, si tu veux essayer, si tes coachs te disent que c'est vraiment bien, tu peux toujours leur faire confiance et essayer par toi-même. Ça fera pas la différence. Concrètement, il te faut un programme d'entraînement adapté, des charges de travail, une progression avant même de penser à faire ça. Si jamais ton entraînement il est adapté, ton alimentation est adaptée et que tu veux faire ça en plus, c'est ok. Si par contre tu n'as pas mis tous les facteurs principaux de ton objectif adaptés à 100%, enfin vraiment optimisé au maximum, on va dire, concentre-toi sur ça avant de penser à faire des solutions minceurs. Là, ils disent solutions minceurs imparables, oui. Je pense pas que tu te mets dessus, tu perds du poids comme ça. Hein. Il n'y a pas de truc miracle, hein, de toute façon. Donc voilà, mais je connaissais pas, c'est intéressant, je garde la page là, c'est sur Fitness Park.
Je regarderai plus tard ce que ça dit exactement. Hop, mais merci pour ta question. Bonjour, salut Sonia, je fais du sport 3 à 4 fois par semaine et surveille mon alimentation, mais je stagne depuis plusieurs semaines. Oui, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, à la précédente question. Surveiller son alimentation, c'est comme quand on mange sainement, c'est très subjectif. Surveiller son alimentation, et si on veut vraiment être sûr de perdre du poids, ou en tout cas améliorer les chances de perdre du poids, il faut être plus précis dans son alimentation. Et parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois calculer son total calorique de la journée et de la semaine, ça peut être une idée pour justement savoir où est-ce que tu veux et est-ce que tu peux aller, tout simplement. Tu n'es pas obligé de le faire. Pour moi, ça fait gagner du temps, concrètement, si on le fait intelligemment. C'est des choses dont je parle dans le programme de 30 jours dont je vous parlais tout à l'heure, qui est disponible dans ma bio, si vous voulez essayer. Et j'ai aussi fait des vidéos sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, c'est Clément-du-bas Personal Trainer, où je parle justement du déficit calorique, des choses comme ça, donc là c'est gratuit, vous pouvez aller voir. Mais voilà, si t'es pas en déficit calorique, tu peux surveiller ton alimentation, entre guillemets, ça ne veut pas faire grand chose. C'est mieux parce que ça améliore ta santé, mais si vraiment tu as besoin de perdre du poids, il faut que tu crées un déficit calorique. Et je le répète pour ceux qui sont nouveaux, un déficit calorique ce n'est pas un régime, ce n'est pas dangereux, c'est juste le principe de perte de poids. Parce que j'ai encore des gens qui font complètement l'erreur de croire que c'est dangereux un déficit calorique, en fait, sauf qu'un déficit calorique c'est juste tu dépenses plus de calories que tu en consommes. Il n'y a rien de dangereux à ça, c'est juste le processus de perte de poids. Genre, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas dangereux, c'est juste, c'est comme ça en fait. C'est juste, je saurais même pas l'expliquer, c'est comme bailler, si tu veux, c'est un processus qui est comme ça, enfin voilà, c'est pas, voilà. Je fais un petit aparté sur ça parce qu'il y a encore des gens qui font vraiment l'amalgame sur ça et c'est un peu bizarre des fois. Donc voilà. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je les sens petit à petit dans le chat, mais si vous avez des questions sur le sport, sur l'alimentation, sur le coaching, sur ce que vous voulez, eh bien c'est le moment. Bonjour, quel sport préconises-tu quand on a une scoliose? Quasiment tous les sports en réalité. Oui. Après ça dépend vraiment de ton cas particulier, mais la scoliose c'est pas une fin en soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des scolioses et qui font quasiment tous les sports possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une scoliose, c'est important aussi de se renforcer les muscles du dos, justement. Donc la musculation, ça peut être une bonne idée, déjà dans un premier temps, et ensuite de faire un sport que tu aimes, ça va être la deuxième chose. Mais te renforcer au niveau du dos, je pense que ça peut vraiment t'aider à pouvoir derrière être libre de faire plus d'activités que ce que tu ne fais aujourd'hui, si jamais tu ne fais pas assez d'activités. Donc voilà, et ensuite faire un sport que tu aimes, hein, comme d'hab, honnêtement, on me dit souvent quel sport est le plus efficace, etc. C'est vraiment le sport que tu arrives à tenir qui va être le plus efficace, parce que si tu fais 2 mois de muscu dans l'année et que tu arrêtes, c'est pas efficace finalement. Que si tu fais 2 mois de badminton, 12 mois de badminton, pardon, et finalement l'un dans l'autre, ça sera plus efficace. Donc voilà, il n'y a pas de sport plus efficace, c'est vraiment le sport que tu tiens, mais du renforcement à côté de ça, et je pense que ça pourra t'aider si tu as une scoliose notamment, je pense. Après, il faut voir avec ton kiné aussi, hein, si jamais il y a des recommandations particulières. Ouais. Bonjour, j'ai calculé mes calories par jour et le calculateur me dit 1300 calories, mais j'ai faim. Oui, 1300 calories, c'est un peu trop bas. Le calculateur de calories, je le répète, c'est un outil qui est intéressant, mais c'est un outil qui ne réfléchit pas à ta santé. Je l'ai mis en place pour vous aider, maintenant, ça ne fait pas tout. Un calculateur de calories, c'est un calcul, hein, concrètement. C'est pas moi qui ai inventé le calcul, c'est un calcul de base qui vous aide à définir les calories que vous devriez consommer pour perdre du poids. 1300 calories, c'est bas. Si tu le tiens sur 1 ou 2 semaines, c'est ok. Tu vas pas non plus tomber dans les pommes si tu manges 1300 calories. Cependant, c'est relativement bas et ce n'est pas tenable très longtemps. Ça, je te l'accorde. Si tu as faim, c'est normal. Si tu es en déficit calorique, il faut que tu aies un peu faim, généralement. Mais il faut que tu joues surtout sur 2 choses. 1, augmente ton activité, ta dépense calorique. Essaie de marcher plus, de faire du sport. Et du coup, le calculateur te donnera un chiffre plus important. Ça, c'est évident. Si tu fais 5 séances de sport, 4 séances de sport par semaine, il ne te donnera pas 1300 calories à manger. Le calculateur, il te donnera à peu près peut-être 1008 ou 1009 ou 2000, j'en sais rien. Parce qu'il va prendre en compte ton niveau d'activité. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est joue sur le volume alimentaire. J'en parle dans des vidéos YouTube. Mais pour ne pas avoir faim, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de protéines pour justement avoir l'impression, en tout cas, que ton estomac est bien rempli. C'est vrai que si tu manges des aliments avec une densité calorique faible, du coup, ou élevée, je sais plus, je me trompe un peu des fois, tu risques de ne pas être rassasié et d'atteindre rapidement les 1300 calories. Si tu prends 1300 calories de McDo, évidemment, tu auras faim. Si tu prends 1300 calories avec beaucoup de légumes et beaucoup de protéines, et des féculents également, d'ailleurs, je vous conseille de garder
un minimum de féculents et de glucides donc, dans vos repas, tu auras moins faim. Ça, c'est mon conseil que je pourrais te donner. Donc voilà. Après, le calcul, c'est un calcul théorique, comme je dis, tu n'es pas obligé de le suivre à la lettre. Lis bien les inscriptions que je mets aussi au début. Bonjour, pour un déficit de calories, je mange des pâtes de konjac. Qu'en penses-tu? Alors, les pâtes de konjac, c'est extrêmement intéressant dans un sens, parce que c'est très bas en calories. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, sur la densité calorique notamment et le volume alimentaire, ça peut aider à remplir un peu l'estomac. Maintenant, les pâtes de konjac, je crois que quand on en consomme beaucoup, il faut se renseigner, il faudra que je me renseigne d'ailleurs, je crois que c'est pas hyper top pour la santé. Je crois, attends, je vais regarder en même temps. Je dis peut-être une bêtise, parce que moi concrètement j'en mange plus et j'en propose pas spécialement à mes élèves parce que voilà, je préfère aller sur des aliments un peu plus classiques généralement. Si tu en prends de temps en temps, c'est ok, mais le truc c'est qu'il y a très peu de nutriments, ça va pas t'apporter grand chose si tu veux au niveau de la santé. C'est surtout ça qui est un peu qui est pas top. Je préférerais à la limite que tu manges du riz, même si c'est un peu plus calorique évidemment. Mais manger du riz c'est quelque chose qui va t'apporter plus de nutriments selon moi que le konjac. À vérifier, mais voilà, bon, pourquoi pas. Tu penses que c'est mieux de courir sur un tapis ou dehors, sur du goudron, route, sur le long terme? C'est mieux de courir dehors selon moi, en tout cas c'est mieux pour... c'est mieux. Ça dépend ce que tu entends mieux et pourquoi. Moi je préfère courir dehors, parce que je trouve ça plus intéressant et moins répétitif, c'est la première chose. Goudron ou route, sur goudron, route, sur le long terme. Ou dehors, ah oui. Bah... Ça dépend en fait, parce que concrètement, quelqu'un qui court 5 fois par semaine, déjà de base, n'importe où, je trouve que c'est pas une bonne idée pour sa santé. C'est mon avis. Je trouve que faire une activité, et en tout cas courir, c'est une activité très répétitive. Si tu cours tu fais le même mouvement sur une grande période pendant toute la semaine, je pense pas que ce soit idéal pour tes genoux, pour ton dos, etc. Sauf si tu as une très bonne technique, etc. Et encore, je suis pas sûr. C'est mon avis. Après, ça dépend du nombre de fois que tu cours, tout simplement. Sur le long terme, c'est vrai que je sais pas exactement. Moi, je sais que quand je cours, si je cours trop souvent, c'est pas extraordinaire. Je me sens pas extrêmement bien au niveau de mes articulations. Voilà. Ma technique est à améliorer, c'est sûr. Je cours aussi sur du goudron. En fait, on court là où on peut, concrètement. En hiver, tu vas peut-être courir sur un tapis, et en été, tu vas peut-être courir dehors, ou si tu peux courir un peu dans l'herbe, etc. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas d'explication. Je pense que c'est bien de varier. Comme ça, pour le coup, tu t'adaptes pas à un seul type de run, on va dire. Ça peut être l'idée. Après, voilà, je suis pas expert run, même si je fais un semi-marathon la semaine prochaine, je peux dire que je suis très loin d'être expert. Donc voilà. Alice, bonjour, je me suis blessé, donc j'ai fait une pause, ok, et je me suis moins alimenté. J'ai perdu de la masse, mais pas de la graisse. Alors, peut-être que tu as fait un déficit calorique trop important, ou peut-être, que tu n'as pas atteint ton quota de protéines. Si tu ne manges pas suffisamment de protéines, évidemment, il est bien possible que ton corps, quand tu es en déficit, réclame et du coup pioche un peu, on va dire, dans les stocks de muscles. Voilà, après ça dépend de combien de temps dure ta pause. Si tu t'es blessé 2-3 semaines, en réalité t'as pas perdu de muscle. Ça c'est l'impression que tu en as, normalement. Si tu t'es blessé 6 mois, évidemment, oui, tu vas perdre un peu de muscle. Mais l'avantage c'est que les muscles, entre guillemets, ont une espèce de mémoire, on va dire, et du coup, si tu perds du muscle, mais que de base, tu avais fait suffisamment de renforcement, eh bien, tu perdras évidemment un peu, mais tu mettras pas trop de temps, c'est ça que je veux dire, à retrouver ta forme précédente. Si tu recommences à manger suffisamment de calories, si tu commences à avoir ton quota de protéines et à t'entraîner forcément si tu fais du renforcement. Donc voilà. Après, quand on est blessé, si je peux me permettre, ça dépend vraiment du type de blessure, voilà. Normalement, il ne faut pas faire de pause. Même si tu as une jambe dans le plâtre, c'est mon avis, tu peux quand même faire certains exercices de renforcement au haut du corps. Il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses dès qu'ils ont une blessure, mal au genou, etc. Ils font plus rien. Je sais que c'est un peu démoralisant, mais c'est pas du tout la bonne solution parce que vous allez perdre l'habitude de faire du sport et pour s'y remettre derrière, comme je l'ai dit dans une story la semaine dernière, la reprise du sport c'est extrêmement compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de recommencer. Les premières semaines de reprise sont toujours très difficiles, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout de quelques semaines. Donc si tu continues à faire une routine, même d'un truc très léger avec très peu de poids ou je sais pas, eh bien tu vas rester dans le mood de l'entraînement, on va dire, dans la routine de l'entraînement, et tu n'auras pas de soucis, ni, selon moi, de perte de masse musculaire, si tu continues à solliciter tes muscles d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Et du coup, Rémi, pour répondre à ta question, courir sur du sol dur ou courir sur du sable,
T'as un point de vue? Non, j'ai pas de point de vue. Je dirais que l'idéal, ça serait de varier les deux, comme ça au moins, tu limites l'aspect négatif de chacun. Parce que courir sur du sable, ça peut être bien, mais ça peut, à mon avis, être aussi un peu dangereux. Et courir sur du sol, c'est peut-être dur, c'est peut-être un peu plus safe, mais en même temps, tu as aussi des mauvais aspects pour tes genoux. Donc en fait, je pense, faut juste voir le ratio, c'est comme tout, hein. Le ratio risque-bénéfice des deux types de courses. Je ne suis pas expert, donc je ne peux pas dire lequel est le mieux, parce qu'à mon avis, il y a des points forts et des points faibles pour les deux. Donc si tu varies, bah, peut-être que comme ça, t'élimines un peu les risques de certains trucs. Bon, je sais rien, après, je ne suis pas expert. Tu penses quoi du yoga? Alors, je ne fais pas de yoga, pour ma part, je fais des positions d'étirement, donc type yoga, assez régulièrement, et je trouve ça extrêmement bénéfique. C'est quelque chose tout le monde devrait faire. Alors, pas forcément que du yoga et tous les jours, mais de temps en temps, je trouve ça extrêmement intéressant pour avoir un corps en bonne santé, tout simplement. Parce que faire que du renforcement, malheureusement, c'est pas forcément la meilleure solution, pas toujours. Et c'est bien d'être suffisamment souple, d'avoir de la mobilité pour performer derrière dans ces exercices, pour se sentir bien, pour réduire aussi certaines douleurs. Donc non, le yoga, c'est vraiment top, honnêtement. Il n'y a aucun point faible au yoga, je pense, concrètement. Bonjour, faut-il surétirer les pectoraux si c'est un point faible? Non, pas forcément. Si c'est un point faible, tu n'as pas forcément de les surétirer, comme tu dis, parce que ça peut aussi entraîner des blessures. Selon moi, il faut les sur-solliciter si tu veux progresser, si c'est un point faible. Moi, c'est un petit peu un point faible aussi, enfin moyennement. Et ce qu'il faut, c'est rajouter du volume et faire de l'isolation aussi. Concrètement, si c'est un point faible, c'est peut-être que quand tu fais, j'en sais rien, un exercice de chest press, donc la machine, vous savez, où vous poussez comme ça pour les pectoraux, beaucoup de gens ne mettent pas suffisamment la poitrine en avant et finalement ressentent que les épaules. En fait, tu tires comme ça, enfin tu pousses comme ça, et en fait, c'est que tes épaules, ton deltoïde qui travaille. Donc finalement, c'est peut-être ça qui peut être le problème. Donc à ce moment-là, il faut rajouter des exercices d'isolation comme du fly, alors, je sais pas comment dire en français. Mince, je perds les noms en français et même en anglais du coup. Mais enfin voilà, faire des exercices d'isolation pour les pectoraux, ça peut être une idée, et de faire du volume 2-3 fois par semaine, solliciter le même muscle qui sont les pectoraux, eh bien tu auras forcément une progression à terme. Voilà.